Bonjour, je suis Guillaume Sarabé, je suis généticien à Montpellier. Je travaille dans le centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire, dans le service du professeur Isabelle Twitou. Je vais vous parler aujourd'hui donc de mutations somatiques du gène UBA1 et du syndrome VEXAS. Donc il s'agit d'un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine il y a quelques semaines par une équipe américaine. Les auteurs ont, par une technique de séquençage d'exomes à grande échelle, chez 2560 personnes, ont réussi à trouver une mutation somatique dans un gène qui s'appelle UBA1 chez 3 de ces patients. En allant un peu plus loin, les auteurs se sont rendus compte que cette mutation somatique, donc retrouvée sur le sang total, avait une distribution différentes en fonction du sous-type cellulaire. Ils avaient pu donc montrer que la mutation était présente chez les progéniteurs, que ce soit progéniteurs des mégacaryocytes, des érythroblastes, mais aussi des neutrophiles monocytes et des lymphocytes. En revanche, quand la différenciation se poursuit, ils ont remarqué que cette mutation n'était pas présente dans les lymphocytes du patient. Alors, les manifestations cliniques du VEXAS sont résumées par les auteurs. Donc, il s'agit de patients qui présentent des symptômes inflammatoires, donc avec de la fièvre pour 92% d'entre eux, ainsi qu'une atteinte cutanée pour 88% d'entre eux. On peut avoir aussi chez ces patients des infiltrats pulmonaires, et puis une atteinte du cartilage, avec notamment une atteinte du cartilage de l'oreille, du pavillon de l'oreille et du nez. On relevait aussi chez à peu près une moitié des patients des complications de type thromboembolique veineuse, et puis la quasi-totalité des patients avaient une anémie macrocytaire, ainsi que, à l'examen du myélogramme, des vacuoles visibles sur les progéniteurs. Alors la totalité de ces patients avaient un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation de la CRP, et puis une accélération de la vitesse de sédimentation. Alors chez certains de ces patients, un diagnostic ou des critères cliniques étaient présents pour poser un diagnostic pour 60% d'entre eux de polychondrite chronique atrophiante, pour à peu près un tiers d'entre eux de syndrome de Sweet, ou bien de myélodysplasie, et puis à peu près un cinquième avait un myélome multiple ou une gammapathie monoclonale de signification inconnue, et puis quelques-uns présentaient une vascularite de type périartérite noueuse ou artérite à cellules géantes. Les auteurs ont donc baptisé cette nouvelle maladie le syndrome VEXAS, avec V pour vacuole, E pour E1 enzyme, je vais y revenir, X pour lié à l'X, A pour auto-inflammatoire, car il y a des manifestations inflammatoires, et S pour somatique. Alors en termes de physiopathologie, UBA1 donc, sert à l'ubiquitination des protéines. Cette ubiquitination des protéines sert à adresser les protéines vers la protéolyse pour les dégrader. Et c'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes, avec au départ une enzyme E1 qui va fixer l'ubiquitine, puis transférer cette ubiquitine à une enzyme E2. Cette enzyme E2 va ensuite s'associer à une enzyme E3 pour pouvoir aller ubiquitiner la protéine cible. La particularité des enzymes E2 et E3, c'est qu'elles sont multiples. En revanche, il n'existerait qu'une seule enzyme E1 chez le mammifère, codée par le gène UBA1, ce qui montre bien son importance dans ce carrefour métabolique très important. Alors la mutation chez ces patients, qui était donc une mutation sur une méthionine 41, pourquoi cette mutation est toujours sur le même acide aminé et pourquoi est-elle pathologique? Les auteurs nous expliquent que le gène UBA1 peut permettre de synthétiser deux isoformes de protéines. Une protéine UBA1A qui commence à la méthionine numéro 1, c'est une isoforme nucléaire, et une deuxième isoforme, UBA1B, qui commence
sur cette fameuse méthionine 41, qui est donc l'isoforme cytoplasmique. Et donc on comprend bien que si cette méthionine 41 est mutée, eh bien la traduction ne peut plus se faire à partir de cette méthionine 41. Il y a donc une perte de la forme cytoplasmique UBA1-B, et il y a un phénomène de rattrapage entre guillemets avec une autre méthionine en position 67 qui est utilisée alternativement pour l'initiation de la traduction, ce qui nous donne donc une forme que les auteurs appellent UBA1C, qui n'existe pas physiologiquement, et qui est déficiente, donc il y a localisation cytoplasmique, et qui va perturber l'ubiquitination correcte des protéines et donc leur dégradation. Il y a donc une accumulation de protéines qui devraient être dégradées qui ne le sont pas. Cela aboutit in fine à un stress cellulaire et par effet cascade à l'inflammation et aux manifestations inflammatoires chez ces patients. Alors, comment chercher cette mutation dans le gène UBA1 ? Un bref rappel sur les différentes méthodes d'études en génétique. Donc, on distingue le séquençage classique, conventionnel, qu'on appelle Sanger, qui va permettre d'analyser un gène, ou plus précisément un hotspot mutationnel dans un gène, un point chaud, qui a la particularité d'être rapide, et de pouvoir détecter le mosaïcisme jusqu'à environ 15%. Au-dessous, il n'est pas performant pour le faire. Et puis les techniques de séquençage nouvelle génération, que l'on appelle NGS, avec donc du plus petit au plus grand le panel, le whole exome sequencing et le whole genome sequencing. Donc le panel de gènes, par définition, c'est un panel de gènes. C'est la technique NGS panel qui permet d'avoir la meilleure sensibilité de détection des mosaïcismes. En fonction de la profondeur de lecture, on peut détecter des mosaïques jusqu'à 1%. Les techniques pangénomiques que sont le whole exome sequencing et le whole genome sequencing, elles ne sont pas faites pour aller dans la profondeur de lecture, mais plutôt pour couvrir l'ensemble des gènes du génome, et ce ne sont donc a priori pas des techniques de choix. J'en profite pour rappeler que le whole genome sequencing est maintenant possible grâce aux plateformes, au plan France Médecine Génomique, donc les plateformes de séquençage. Donc comment chercher ces mutations, sachant que ce sont des mutations somatiques et myzygotes. Finalement, le Sanger en première intention est rentable si le pourcentage de mosaïcisme est élevé, et l'avantage d'être rapide et peu coûteux. Si on revient au papier, on se rend compte qu'en fait, chez les patients, dans le sang périphérique, présentait un pourcentage de mosaïcisme qui était compris globalement entre 30 et 80%, ce qui donc fait que le Sanger est une première technique de choix au vu de sa rapidité et de son coût moindre, en tout cas en première intention. Si le diagnostic est fait, tant mieux. S'il n'est pas fait, on peut passer à une technique plus sensible. Donc la deuxième technique de deuxième intention, c'est le panel, qui a l'avantage de pouvoir explorer, identifier des mutations en mosaïque jusqu'à 1%. Encore faut-il qu'une mosaïque de faible grade puisse effectivement engendrer un syndrome VEXAS. Pour l'instant, cela reste à prouver. Et pour moi, les techniques de whole exome sequencing et de whole genome sequencing, même si elles présentent des sensibilités variables, à mon sens, ne sont pas des techniques de choix. En tout cas, si on a une suspicion forte d'un syndrome VEXAS, car pas nécessairement assez sensible, même si on peut détecter, mais par rapport au coût et à la longueur pour avoir un résultat, il ne me semble pas que ce soit les techniques de choix. Alors, où peut-on pratiquer ce diagnostic en France ? Donc, je vous montre une liste non exhaustive de laboratoires qui se sont mis à la recherche donc, du syndrome VEXAS avec les mutations somatiques dans UBA1. Donc, il y a à Cochin avec le professeur Cosmider, à Saint-Antoine avec le docteur Hirsch, à Lyon avec le docteur Sujaubert, à Toulouse avec le professeur Delabesse, et puis effectivement aussi à Montpellier avec moi-même et ma collègue le docteur Boursier. Donc je précise qu'il s'agit d'un domaine qui est en plein boom, avec une publication quand même très récente. Beaucoup de laboratoires s'y mettent, donc c'est une liste non exhaustive. Donc au total, les messages à retenir sur ce syndrome VEXAS, donc c'est un syndrome qui associe des manifestations inflammatoires avec une myélodysplasie, que l'on doit donc suspecter
chez le sujet masculin de plus de 50 ans, qui présente des manifestations hématologiques de type myélodysplasie, myélome multiple, etc. Ainsi que des manifestations inflammatoires qui peuvent se traduire par une fièvre récurrente, une polychondrite chronique atrophiante, des éléments de vascularite, une dermatose neutrophilique, un syndrome de Sweet, on peut aussi citer l'atteinte pulmonaire. Et donc pour diagnostiquer ce syndrome VEXAS, il faut mettre en évidence la mutation somatique dans le gène UBA1 qui est donc localisé sur le chromosome X. On peut demander en première intention une recherche rapide en séquençage Sanger localisée donc sur cette fameuse méthionine 41. Et puis on peut discuter en deuxième intention, si la suspicion clinique est forte, d'un panel NGS qui sera une technique bien plus sensible. Je réserverai, à mon sens, le whole exome et le whole genome plutôt pour des diagnostics différentiels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.